Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Le consentement ce matin. Et oui, car vendredi dernier, Didier Migaud, le garde des Sceaux, s'est déclaré favorable à l'inscription du consentement dans le droit pour mieux poursuivre et réprimer les crimes de viol. Un changement réclamé depuis des années par certaines voix féministes, dont celle de notre invitée. Bonjour Catherine Lemagueresse. Bonjour. Vous êtes juriste, chercheuse associée à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne, autrice du Piège du consentement aux éditions X. Un mot d'abord sur le procès des viols de Mazan auquel réagissait le ministre. Si le défaut de consentement entrait dans la définition du viol, cela changerait-il quelque chose à l'affaire de votre point de vue ? Alors, c'est une définition positive du consentement, plus que le défaut de consentement que nous réclamons. Et oui, ça changerait quelque chose à l'affaire, notamment en termes de stratégie de défense des avocats des accusés, puisque ceux-ci disent qu'ils ne se sont pas rendus compte que Mme Pellicot n'était pas consentante. Avec une définition du consentement positif dans la loi, ils auraient l'obligation de s'assurer du consentement libre et éclairé de Mme Pellicot. Or, comme celle-ci était inconsciente, quasiment dans un état comateux, ils auraient été bien incapables de pouvoir présenter cette défense-là. Vous parlez d'une définition positive du consentement. Comment rédigeriez-vous le nouvel article du Code pénal ? Alors, nous y travaillons avec des magistrats, avocats, avocates, universitaires, en étant très inspirés par la définition canadienne, notamment, puisque c'est le premier pays en 1992 à avoir modifié son code criminel, de façon à y inclure une définition du consentement positif. Commençons par dire que c'est un accord volontaire qui est donné et que l'on apprécie en tenant compte des circonstances environnantes. C'est aussi la définition que l'on trouve dans la Convention d'Istanbul, que la France a ratifiée en 2014. Alors quand on dit ça, accord volontaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire évidemment un oui, c'est un oui qui est explicite, qui est continu, qui concerne évidemment la personne. On dit oui à une personne, pas à une autre. Continu, ça veut dire qu'on peut commencer par dire oui au départ, et puis au fur et à mesure que l'activité sexuelle se poursuit, on peut avoir envie d'arrêter, et dans ce cas, le non doit être entendu. Et puis oui aussi par rapport à par exemple, des rapports protégés. Si on enlève le préservatif, ce n'est plus un oui, c'est un non, c'est un viol. Et puis, c'est aussi un changement de regard, un changement de paradigme en fait qui s'opère, puisque ça veut dire que la personne qui initie un contact sexuel a l'obligation de recueillir ce consentement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que vous autoriez les critères actuels que sont la violence, la contrainte, la menace ou la surprise ? Non, nous conservons ce socle-là qui est très important. On a un siècle et demi qui définit de jurisprudence, de décision de tribunaux qui définit comment interpréter ces termes de violence, contrainte, menace, surprise, qui ne sont pas définis aujourd'hui par le Code pénal. Donc nous conservons ça. Par contre, nous rajoutons une étape qui est celle de vérifier que la personne a dit oui et comment elle a dit oui. Et si je retourne au droit canadien, il y a l'obligation de prendre des mesures raisonnables pour s'assurer du consentement libre et explicite de l'autre. Et donc, ce sont ces questions qui, pour l'heure, ne sont pas posées telles quelles aux mises en cause dans les procédures, de commencer, y compris au niveau de l'enquête de police, mais monsieur ou madame, comment vous êtes-vous assuré du consentement libre et explicite de l'autre ? Et donc on vous entend bien que ça devrait devenir une étape préalable ou au cours des relations sexuelles, quelque chose comme une autorisation explicite formulée. Lors des procès, on est bien souvent quand même parole contre parole. Comment le juge pourrait-il vérifier le consentement ? Alors, ce parole contre parole, c'est quelque chose que les associations qui accompagnent les victimes tentent de déconstruire depuis longtemps, puisque c'est rarement parole contre parole. En fait, c'est souvent dossier contre dossier. Et c'est pas pareil, cette approche. C'est-à-dire qu'on va rechercher la preuve par faisceau d'indices concordants. C'est ce que la jurisprudence a dégagé pour apporter la preuve en matière de violence sexuelle. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un faisceau d'indices concordants ? C'est-à-dire qu'on va mettre au centre la parole de la personne qui dépose plainte. Et puis, on va étayer cette parole d'un certain nombre d'indices concordants qui vont venir soutenir cette parole. Qu'est-ce que ça va être ? À qui en a-t-elle parlé ? Quelles sont les démarches qu'elle a effectuées ? Est-ce qu'il y a des troubles trauma qui est lié aux violences ? Donc, des certificats médicaux. On va rechercher la réitération. Parce que souvent, les mises en cause sont réitérants. C'est-à-dire ils n'ont jamais été arrêtés parce qu'il n'y a jamais eu de plainte qui a été déposée contre eux. Mais quand on cherche, on trouve beaucoup de victimes.
Voilà, et puis évidemment tous les éléments de preuve dits scientifiques, ADN, etc. Ou des éléments matériels. Parfois on a des textos dans lesquels, par exemple, le mis en cause s'excuse de ce qu'il a fait. Euh, nous avons des éléments matériels. L'idée, c'est étayer la parole de la victime. Exactement. Et qui va devoir apporter, je ne sais pas du tout si c'est comme ça que ça se passe concrètement, mais la preuve du non-consentement? Alors en droit, la charge de la preuve repose sur l'accusation, c'est-à-dire sur le procureur de la République. Évidemment, la victime y contribue puisque c'est elle qui est l'experte de ce qui lui est arrivé, elle y était. Donc ça va être à partir de cette parole de la victime que le procureur et la police et la gendarmerie, sous l'autorité du procureur qui dirige les investigations, qui vont rechercher ces éléments-là. Je précise que dans beaucoup de dossiers, alors peut-être que ça changera en stratégie de défense si on obtient cette modification du droit, parce qu'évidemment, les stratégies vont évoluer en fonction du droit. Ça a toujours été comme ça que ça s'est passé, ça se passera probablement comme ça. Mais il arrive que les auteurs mis en cause reconnaissent qu'elle a dit non. Mais ils vont dire « Ah, mais je pensais que le non n'était pas sérieux ». Je cite, j'ouvre les guillemets, c'est une phrase que nous avons lue dans un procès-verbal d'audition. Si elle aurait dit non, j'aurais arrêté, mais elle a seulement dit non. C'est original. Voilà. Donc ça veut dire que, parce que c'est aussi notre culture patriarcale et où on pense que... c'est normal qu'une femme dise non, ça veut dire que c'est une femme bien. C'est ce que j'entends aussi dans mes interventions. La question, c'est celle de la résistance, voilà. Souvent. Voilà, une femme qui ne veut pas être violée, elle n'a qu'à résister, elle ne le saura pas. Et ça, c'est au fondement, c'est dans nos fondements culturels aussi. Vous nous avez dit, Catherine Maguerès, que beaucoup de pays étrangers avaient déjà mis en place cette nouvelle définition, le Canada en 1992. Brièvement, qu'est-ce qu'on observe? Quelle expérience on peut en retirer de ces exemples historiques maintenant? Alors, d'abord, ça c'est ce qu'on appelle la fonction pédagogique de la loi, qui est très importante. Ça veut dire qu'on ne va pas apprendre aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, que l'important, c'est pas d'user de violence, contrainte, menace sur surprise, qui est la définition actuelle du droit. L'important, c'est de s'assurer que l'autre est véritablement d'accord, et toujours d'accord tout au long de la... Donc, ça veut dire que on espère, en termes de prévention, que nous allons changer les relations entre les hommes et les femmes. C'est très important. Et puis ensuite, ça veut dire qu'un certain nombre de victimes vont se dire « Ah, peut-être que moi, je vais pouvoir aller déposer plainte parce que le droit a changé ». C'est ce qui s'est passé en Suède, où il y a eu plus 75% de condamnations, notamment parce que les femmes ont fait davantage confiance au droit. Merci beaucoup, Catherine de Maguerès. Et c'est à vous, Guillaume Erner, pour la suite des matins. Merci beaucoup, Marguerite Caton.